Winam Production. OLG Crew, Ghetto Cos, même si beat du diable. Kole idam ko musika mi jangto ko metti kam jodo mi hamto muri nana hoya bibbe mana nana ngoya fitto tako wala tako tible meji nana shoma on di la be yimbe jodo e ndigal yimbe kaltida be de hinno be pikal ko be mi ko be mbadi ay jodi membe chayri jambare be metongoni min jiani justice freedom muri relaxish Lang pass when they lay down. The daily baby me and freedom. One come skin be sabi jam. No egality in Gunda mom. Gile la mutaya murtani waylak le pinda fo chogul ene bedo miskine ben ngoya donke hege basal te alat wulite murtani wadi racisme te ala égalité naitinde amir réclame justice la démocratie et la loi soit faite dans ces pays mi jejitani l'événement à 89 worbe rewbe sukabe mobe mbara o problème chokyo nyaawe Mauritanie woni hen ko nguyke penale sa hali gonga jageda pieda chokeda. Lang pass when they lay down. The daily baby me and freedom. One come skin be sabi jam. No egality in Gunda mom. Amene Mauritanie meda well. Helping jidi jam ten don't care. They san bale de katina koket. Ali internet bella bebo. We need the justice. We need the freedom. Nyangwenye idan kambinoda. L'amour est que best. L'amour libre force l'amour mo be pass Yonti yimbe ngo mo fode ke ben par force Jalden funtede yonti fenande yoga Bijida yimbe ngona no bijida yimbe ngande bijida yimbe pine no bijida yimbe janga Sala ebonan and we are jabatadum égalité liberté udredi hebatadum Lang pass when they lay down. The daily baby me and freedom. One come skin be sabi jam. No egality in Gunda One mom. amene Mauritanie meda well. Helping jidi jam ten don't care. They san bale de katina koket. Ali internet bella bebo. Lang pass when they lay down. The daily baby me and freedom. One come skin be sabi jam. No egality in Gunda One mom. amene Mauritanie meda well. Helping jidi jam ten don't care. They san bale de katina koket. Ali internet bella bebo. We need the justice. We need the freedom. Nyangwenye idan kambinoda. L'amour est que best. Lang pass when they lay down. The daily baby me and freedom. One come skin be sabi jam. No egality in Gunda One mom. amene Mauritanie meda well. Helping jidi jam ten don't care. They san bale de katina koket. Ali internet bella bebo. Tu te plains. T'as appris à faire la cuisine, on te demande de la faire tous les jours, ça on te demande pas de faire le thé, c'est déjà ça. Moi j'avoue, je pas faire le thé. Je me suis engagé dans l'armée en 1978, après le coup d'État de 1978 qui a marqué la fin des régimes civils en Mauritanie. J'ai toujours été attiré par l'armée, évidemment. J'ai toujours voulu servir le pays. Au début, c'était l'attirance de la tenue. Mais une fois engagé, on se rend compte qu'on a d'autres missions, qu'on a une autre mission qui est beaucoup plus importante que seulement le port de la tenue, qui est celle d'aller combattre à l'époque. Ça bougeait beaucoup. On était en pleine guerre du Sahara, donc il fallait se joindre à ça, apporter aussi sa contribution à l'effort national, quoi. Ce clivage racial n'existait pas à ce moment-là, dans ma tête en tout cas. Dans ma tête, ça n'existait pas. Et
c'est un peu plus tard qu'on a commencé à remarquer qu'il y avait franchement une volonté réelle de bourrer l'armée avec des cadres arabes. On a commencé à voir ça vers les années 83. Ça, c'était encore sous le régime de Haïdala. Ça. Mais le paroxysme sera atteint sous le régime du colonel Oultaya. Petit à petit, on a commencé à voir ces officiers-là qui étaient envoyés en formation en Libye ou dans les pays du Golfe et autres, revenir avec une nouvelle façon de penser. C'est comme ça qu'on verra l'armée mauritanienne être infiltrée petit à petit, par des officiers qui ont une idéologie basiste. Et cette idéologie, ces officiers-là commenceront réellement à noyauter l'armée. Et ceci entraînera une mise à l'écart progressive de la communauté militaire, en tout cas des négro-mauritaniennes. C'est comme ça, personnellement, que je me suis retrouvé dans des escadrons dits statiques. Cette affluence des officiers mours au sein de l'armée a commencé après le coup d'État de 78. Parce que, tout simplement, les gens ont compris qu'à travers l'armée, ils avaient un moyen facile d'accéder au pouvoir, ou en tout cas au commandement. Je suis en France depuis 18 ans bientôt et le mal du pays me ronge beaucoup. J'ai décidé en tout cas de repartir pour une occasion bien donnée. Il se trouve que depuis bientôt 1 an, il y a un projet qui existe. Projet d'aller se recueillir sur les tombes de mes collègues qui sont tombés sur le champ de la haine. Okay. Ma volonté est de m'y rendre, d'abord pour être en paix avec moi-même et ensuite pour revoir ces lieux-là, pour essayer de voir si je peux faire le deuil en tout cas de tout ce que j'ai vécu. Le 10 novembre 1990, vers 18h, ne voyant pas arriver mon chauffeur que j'avais envoyé à la région militaire, j'ai décidé de prendre un taxi pour rentrer chez moi. Parce que j'avais passé le week-end à La Guaira, donc je rentrais tranquillement chez moi. Dès qu'on est arrivé à la hauteur de la Tour Bleue, juste après la crête là-bas, après la descente, un véhicule militaire nous dépasse et nous demande de nous arrêter. À bord du véhicule, il y avait le capitaine M. Ahmed. Il me demande de venir le voir. J'arrive, je le salue militairement, il me rend mon salut et il me demande d'embarquer avec lui parce que le colonel Sidi Ahmed Bouboulil souhaitait me voir. Rien d'étonnant à cela, donc j'embarque.
Quand on est arrivé à la base, on m'installe dans le mess des officiers, ce qui était aussi logique. J'avais tout, les soldats qui faisaient le thé, les soldats qui amenaient à manger, et tout ça. Et au cours de la nuit, le lieutenant commandant d'escadron de la base vient me voir. C'était un ami, on jouait ensemble aux échecs, on jouait ensemble aux jeux de dames. On se connaissait très bien, on avait sympathisé, il y avait des liens qui nous unissaient, quoi. Et il me demande, lui il rentre dans la cellule accompagné de soldats, des soldats en armes. Ils viennent, les armes sont pointées sur moi. J'étais surpris. Il devait faire à peu près vers 23 heures ou quelque chose comme ça. J'étais un peu surpris. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de souci. S'il a reçu des instructions, il les applique. Mais puisque je n'ai rien à me reprocher, il n'y a pas de raison que je refuse de me soumettre à ça. On me retire mon ceinturon, on me retire mes galons et mes chaussures. Là où ça a commencé à me perturber, c'est quand on me demande de mettre les mains derrière le dos et les soldats attachent les mains derrière le dos. Ensuite, on me passe un bandeau sur les yeux et amené dans une chambre. J'ai entendu une voix, celle du commandant de base, Dinal, qui aujourd'hui est colonel. On m'a arraché le bandeau et j'ai reconnu tout de suite 2 officiers qui travaillaient avec moi, enfin qui ont tous travaillé avec moi et qui ont tous été mes adjoints à un moment donné à la Guerra et qui d'ailleurs mangeaient chez moi. Moi, quand je les ai vus, je me suis dit, bon, enfin, j'étais content parce que je me suis dit, enfin, quelqu'un va m'expliquer, va me donner les raisons pourquoi je suis là. Mais le gars, au ton sec qu'il a utilisé, au regard qu'il m'a lancé, je me suis dit, mais il y a quelque chose, quoi. Franchement, je ne comprenais pas l'attitude. Il me dit, Rod. Rod, ça veut dire raconte. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je raconte? Moi, je ne sais rien, je ne sais même pas pourquoi je suis là. À nouveau, j'ai été, comment dirais-je, ils m'ont d'abord étranglé, les 2. Ils ont pris un ceinturon qu'ils m'ont passé autour du cou, chacun tiré de son côté. Ils m'ont étranglé je ne sais pas combien de fois ce jour-là. Et quand ils ont terminé pour la 3e, 4e ou 5e fois, je ne sais pas combien de fois, il est sorti en disant aux soldats qui sont là de s'occuper de moi. J'ai été à nouveau retiré de mon poteau et encore mis à plat ventre. Les gens se sont mis encore à taper, à tabasser, avec une rare violence. Toujours est-il que quand j'ai repris conscience, j'étais à nouveau attaché à mon poteau. Et on m'a mis dans un camion, on m'a littéralement jeté dans un camion. À ce moment-là, j'ai atterri sur d'autres personnes qui étaient dans le camion. Je ne voyais rien, mais je sentais qu'il y avait des corps déjà. On a embarqué d'autres personnes qui ont été jetées littéralement sur nous, quoi. Et puis, au bout d'un certain temps, le camion a démarré. Je suis arrivé ici le 11 novembre 1990.
Ensuite, viendra l'arrivée des marins. Pratiquement les 2 tiers des marins qui ont été arrêtés ne survivront pas. Pratiquement. Et dans ce cadre, le lieutenant Andaïrou est amené dans notre cellule le 23 novembre au matin. Les pieds étaient entravés. Il est rentré, il nous a regardés. Il a dit bonjour et ils l'ont fait sortir. Daïrou, c'est mon cousin. Vers 17h, 18h, la porte s'ouvre à nouveau. Et dans l'encadrement, je vois le caporal étrangleur avec des bandeaux. On sait à partir du moment où on a vu les bandeaux, c'est qu'il y a de la torture. Parce qu'en général, pour torturer, ils cachent le visage de la victime. Comme ça, on ne sait pas qui a tapé ou qui n'a pas tapé. On nous amène derrière le grand hangar. On nous a alignés derrière des voitures. On a trouvé sur place un Daïrou qui était déjà là. Chacun d'entre nous a été attaché derrière un véhicule. À un moment donné, j'ai senti le véhicule démarrer. J'ai senti l'odeur de la fumée, le gasoil et tout ça, la brûlée. Je l'ai senti rentrer directement dans la gorge, quoi. Parce que le pot d'échappement n'était pas loin. Et le camion s'est déplacé. Au début, j'ai essayé de suivre la cadence, parce qu'en marchant en reculant, je me suis attaché derrière. Mais ça n'a pas tardé. D'abord, parce que tout simplement, je ne pouvais pas. Je n'ai pas tardé à me retrouver traîné par la voiture. Et de temps à autre, il y a un véhicule qui partait faire un tour avec son prisonnier et il revenait s'immobiliser. Toute la nuit, des soldats passeront pour nous insulter, torturer, en disant qu'il n'y aurait pas un seul noir qui resterait dans l'armée. On est resté là jusqu'au matin. Le matin, le soleil commence à pointer. On commence à distinguer, personnellement, je commence à distinguer un peu les ombres. Je regarde à ma gauche pour voir mes compagnons. Je vois que Sal Abdoulaye Moussa bougeait un peu. Je lui dis comment ça va. Il m'a regardé. Il a regardé dans ma direction. Il me dit oui, ça va. Et ensuite, j'ai regardé dans la direction de Daïrou. Daïrou ne bougeait pas. J'ai regardé avec insistance pour essayer de guetter au moins le mouvement de sa respiration. Je ne voyais rien du tout. Je me suis dit peut-être qu'il a pu dormir parce qu'il s'était agenouillé. Et en regardant avec plus d'insistance, j'ai vu que son genou droit ne touchait pas le sol. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Comment il a pu dormir sur un seul genou? Et j'ai vu que la tête pendait légèrement sur le côté et que la corde était là. La corde qui le retenait par la poitrine est remontée. Donc il a glissé et puis il s'est pendu sur la corde, quoi. Il y avait un véhicule qui était là. Ils l'ont tiré par les pieds, ils l'ont fait monter dessus. Ils l'ont amené quelque part, ici. Je ne connais plus tellement le paysage parce que tout a changé. Quelque part autour de la crête là-bas. Ils ont creusé un trou et ils l'ont mis là-dedans. Au moment où ils creusaient, Jemal Oulmoïlid était en discussion avec Sal Abdoulaye Moussa. Ils étaient en chaude discussion. Toujours est-il que la dernière parole qu'il a eu à prononcer, c'était de savoir pourquoi il était là. Qu'est-ce qu'il avait fait pour être là. Et il le disait avec beaucoup de virulence à l'égard de Jemal. Ce sont les dernières paroles que Sal Abdoulaye Moussa prononcera. Il se tait. Il était à peu près 8h30.
le camion, la Land Rover qui revenait, qui avait enterré un Daïrou, venait juste d'arriver. Ils l'ont tiré, ils l'ont mis dessus. Ils sont partis avec. Ils l'ont amené au même endroit, juste à peu près à quelques mètres de Daïrou. Ils ont creusé également. Et là aussi, ils l'ont enterré. Puis, Mansour, ils l'ont ramené en cellule. Et le soldat qui avait passé la nuit de garde m'a détaché. Mais il voyait que j'avais le regard fixé sur... Il voyait que je n'arrivais pas du tout à détacher le regard de la scène, quoi. Il m'a donné un paquet de biscuits. Je lui ai jeté le paquet de biscuits. Il a pris ma chemise, mon pantalon de sport. Il a remis le biscuit là-dedans, le paquet de biscuits. Il a roulé ça en boule. Il m'a donné. En cours de route, juste devant la cellule, il y avait un camion qui était immobilisé, quoi. Et on débarquait des soldats. Parmi ces soldats, je voyais quelqu'un que je connaissais bien, Limamadou Salif. Non, Limamadou Dimouès, qui est un ami d'enfance qu'on surnommé Babali, et qui m'a regardé un bon bout de temps. Il a marmonné quelque chose que je ne comprenais pas. Et puis, je vois un corps qui est juste à côté du mur, le corps d'un soldat aussi que je connaissais bien, qui venait à la maison. Un soldat du nom de Hamendjaï, qui était un de mes soldats à la Guéra, dont il y a la photo sur le livre de l'Enfer d'Inal. Une photo qu'il m'avait remise à la Guéra un jour. Et quand il me la remettait, je lui disais, mais je n'avais pas besoin, pour le taquiner, entre le lien de familiarité entre l'Indjaï et l'Essi, je lui disais que je n'avais pas besoin de la photo d'Indjaï. Il me dit, mais écoute, garde ça, ça te servira un jour. Et c'est cette photo qu'il représente aujourd'hui. Le capitaine Lhomme nous a dit déjà que lui, il était enfermé juste dans le bâtiment qui est juste derrière notre cellule. C'est-à-dire mon ancien appartement. C'est là qu'il était enfermé, lui. Il avait des ongles arrachés, des brûlures de papier sur le dos, des traces d'étranglement et des traces de torture. Donc le 26, vers 13h, le capitaine Lhomme est couché, il nous tourne le dos, le repas est déposé. Je lui demande de venir manger, il me dit non, qu'il n'a pas faim. Je l'ai aidé à boire. Il a bu une gorgée, il a avalé, il a bu une autre gorgée, il a recraché, et puis il n'a plus rien dit. Il a penché la tête sur le côté. Il avait sa tête était là, sur cette main-là. Là. C'est comme ça qu'il est parti. Quand je regarde cette base qui n'existe plus, je revois les bâtiments, je revois également la maison du commandant de base, et puis à côté mon ancien appartement. J'imagine aussi la place du lieu de rassemblement qui pratiquement n'est plus du tout visible, il n'y a plus rien. Tout a été rasé, comme si les gens voulaient coûte que coûte effacer toutes les traces
de cette souffrance-là. On a fait un terrain de football sur lequel courent des gamins qui ne savent pas l'histoire de ce terrain et qui ne sauront peut-être jamais l'histoire de ce terrain. Toute la mémoire a été effacée aujourd'hui par rapport à ça. On voit jusqu'à quel point la Mauritanie a sombré dans la bêtise humaine. Des militaires, prendre d'autres militaires et avec lesquels ils ont travaillé dans toutes les conditions et se transformer du jour au lendemain en bourreau. Et c'est comme si un père de famille se réveillait un bon jour et qui se mettait à massacrer ses enfants. Le 27 novembre 1990, au soir, à Inal, vers 17h, les prisonniers ont été sortis de leur hangar et ont été alignés. Un caporal est passé avec un feutre où il mettait des croix sur certains prisonniers. Sans ordre établi, il mettait simplement des croix. Personne ne savait à quoi servaient ces croix-là. Personne. Et un soldat s'en est inquiété, enfin un soldat, mais un militaire, un sous-officier. Un autre gradé lui a répondu qu'on allait déplacer ces hommes qui étaient marqués, qu'on allait les déplacer pour les amener ailleurs. Et lui, il a dit au sous-officier, moi je suis marin, je suis venu avec les marins, je préfère rester avec mes collègues, mes compagnons. Sans hésiter, le sous-officier, un sergent-chef, demande à quelqu'un d'autre de le retirer. Il a été retiré du lot et on a pris quelqu'un d'autre pour le mettre à sa place. Il se trouve que celui qui est mis à sa place, c'était son petit frère. Mais on ne savait pas, personne ne savait à l'époque pourquoi les gens étaient cochés. Et vers minuit, les prisonniers numérotés sont mis pratiquement à l'entrée des hangars. Et il y a eu un passage dégradé des officiers de la base